Hello and welcome to another episode of India and Global. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez aussi à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais le minimum que vous puissiez faire, c'est de regarder cette émission, de liker, de partager et de commenter. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité du jour, Vijay Prashad. Vijay est historien et commentateur politique. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et directeur exécutif de l'Institut tricontinental de recherche sociale. Vijay, bienvenue à nouveau sur India and Global Left. Vijay, welcome back to India and Global Left. Ravi d'être utile avec vous. Essayez de voir. Good to see you again. If we could start Ravi with de vous Palestine. revoir. We are Si nous pouvions commencer par la Palestine, nous assistons à une famine massive. today's Les données d'aujourd'hui, fournies par les responsables palestiniens, indiquent que la production de légumes est passée de 405 000 tonnes à seulement 28 000 tonnes, ce qui signifie d'énormes pénuries alimentaires. Cela s'ajoute à la destruction totale de 65 fermes d'élevage et de bétail. Et nous entendons parler d'une possible réoccupation de Gaza, dont personne ne sait exactement ce que cela signifie. Mais beaucoup supposent qu'il s'agirait d'une intensification de l'occupation, voire d'une occupation à plus long terme. Et en Cisjordanie occupée, nous constatons un rythme effréné d'expansion des colonies, en plus de la violence. En tant qu'historien, comment situeriez-vous ce moment dans la longue histoire, disons de plus de 100 ans depuis Rathiam Balfour? Comment décrire-vous ce qui se passe actuellement en Palestine? Would you describe what is happening in Palestine at this moment? It's interesting to make a quick comparison. Eh bien, vous savez, il est intéressant de faire une comparaison rapide avec ce qui s'est passé dans le sous-continent indien. Parce que, tant dans l'Empire britannique en Inde que dans le mandat britannique dans cette partie de l'Asie occidentale, les Britanniques ont décidé de faire la même chose, c'est-à-dire de diviser ce qu'ils considéraient comme un problème insoluble. Vous savez, en Inde, ils ont partagé le pays, créé un soi-disant pays musulman et un soi-disant pays hindou, et ont laissé 13 millions de personnes traverser une frontière imaginaire, au départ imaginaire. 1 million de personnes sont mortes lors de la partition du sous-continent indien. Ce fut un bilan meurtrier brutal. 1 million de personnes. Vous savez, ma famille vient de Lahore, aujourd'hui en Inde, et ainsi de suite. 13 millions de personnes ont fait ce voyage. 13 million people made the journey, but there was, in a sense, a recognition. Mais il y a eu en un sens une reconnaissance du fait qu'il existe désormais un Pakistan et une Inde. Et il n'y a vraiment eu aucune tentative de la part de l'un ou l'autre camp d'aller conquérir l'autre. D'accord, tout d'abord à l'échelle, c'était peut-être impossible. Il y a eu un combat au Cachemire, mais c'était à propos du Cachemire, pas à propos, vous savez, du fait du Pakistan et du fait de l'Inde. Et maintenant, nous comprenons le fait du Pakistan et le fait de l'Inde. Dans le mandat britannique en Asie occidentale, l'histoire est différente. Car tout comme les Britanniques ont annoncé la partition du territoire en un pays pour les Juifs et un pays pour les Arabes, c'est ainsi qu'ils le voyaient, le pays pas encore créé des Juifs qui avaient déjà développé une armée, et simplement aller conquérir toutes les terres. Et dans l'ensemble de la population, 700 000 Palestiniens ont été expulsés de leurs terres, déplacés vers des camps à Gaza, au Liban, en Israël, en Jordanie et ailleurs, parfois bien plus loin. C'est une histoire très différente. Vous savez, elle est violente, tout comme la partition en Asie du Sud a été violente. Mais ici, le nouvel État d'Israël n'a fondamentalement pas reconnu les Palestiniens comme un pays voisin, comme une entité, comme un peuple. Et depuis Ta-48, il mène une Nakba permanente, tentant essentiellement d'anéantir les Palestiniens de la région, de prendre toutes les terres, du fleuve à la mer, pour Israël, du Jourdain à la Méditerranée, et peut-être au-delà. Il existe des plans pour aller au-delà du Jourdain, vous savez, bien sûr, pour prendre de vastes portions de la Syrie. Of course, to take large tracts of Syria. Already, if you look at the map,
Déjà, si vous regardez la carte, il y a un endroit appelé le doigt de Metula au Liban, où la soi-disant ligne de contrôle entre le Liban et Israël est presque une ligne droite depuis la Méditerranée. Mais ensuite, on arrive à la limite du plateau du Golan, et il y a ce doigt d'Israël qui s'enfonce dans le Liban. Pourquoi? Pour contrôler l'eau, vous savez, pour contrôler une source d'eau. Ils sont simplement allés conquérir ce morceau. Ça s'appelle le doigt de Metula. Ils ne veulent pas le rendre. Il y a donc une sorte d'imaginaire en Israël qui consiste à tout prendre. Imaginez l'armée indienne en 1947 disant « Oublions la partition. Nous allons simplement envoyer les chars et prendre tout ce qui doit devenir le Pakistan. » Cela ne s'est pas produit, mais cela s'est produit en Israël. Et Israël continue de vouloir anéantir les Palestiniens. Je voulais vous poser une question sur la façon dont vous percevez le mouvement de résistance palestinien ou le mouvement national à l'heure actuelle, car j'ai reçu Moen Rabbani dans mon émission et je lui ai demandé quels pourraient être, selon lui, les éléments qui permettent d'être optimiste en ce moment. Même si, d'une certaine manière, il est impossible de l'être, mais il ne faut pas non plus sombrer dans le fatalisme. Il faut chercher l'espoir. Et il a effectivement évoqué certains de ces changements, sur lesquels nous reviendrons. Mais l'une des choses qu'il a dites, c'est que le mouvement palestinien semble aujourd'hui manquer, contrairement peut-être aux années 80, lorsque l'OLP, malgré tous ses échecs, était un mouvement national fort. Il a souligné que les divisions sont très marquées et que la cause palestinienne manque désormais d'un mouvement nationaliste uni. Que pensez-vous des divisions entre les différentes factions du mouvement palestinien? Chaque mouvement de libération nationale comprend une série de groupes, car il existe différentes visions de la situation. Il y avait certainement une sorte de centre palestinien qui occupait autrefois une place très importante dans l'imaginaire collectif, et c'était l'Organisation de libération de la Palestine, qui rassemblait toutes les factions, vous savez, le Fatah, la gauche palestinienne, etc. Tous faisaient partie de l'OLP. L'OLP se fracture au moment d'Oslo, jusqu'aux accords d'Oslo de 1994, il y a maintenant plus de 30 ans. Jusqu'à Oslo, l'OLP était le point central de la résistance palestinienne. Après Oslo, il y a une scission entre ceux qui ont accepté Oslo et ceux qui l'ont rejeté. Qui a rejeté Oslo? Le Front populaire de libération de la Palestine, le Front démocratique de libération de la Palestine, le Hamas, le Djihad islamique. Toute une série de ces groupes ont dit « Nous n'acceptons pas Oslo ». Oslo est une reddition. C'est ainsi qu'Edward Said l'a qualifié. Une reddition. Cela a vraiment été la grande fracture au sein de l'OLP, la grande fracture. Il y a environ 20 ans, lorsque les dirigeants de tous ces groupes ont pu communiquer clandestinement dans les prisons israéliennes, c'est une histoire très intéressante. Ils étaient dans différentes prisons, ils étaient incommunicado, mais ils ont réussi à s'envoyer des messages. Ce sont les dirigeants des principales factions. Ils ont rédigé ensemble, depuis différentes prisons, une lettre qui a ensuite été secrètement sortie et publiée sous le nom de Lettre des prisonniers, dans laquelle les prisonniers affirmaient, il y a environ 20 ans, « Écoutez, nous avons besoin d'un nouveau projet national. Nous comprenons désormais les échecs d'Oslo. L'autorité palestinienne est devenue un agent de police pour l'occupation israélienne. Elle ne porte pas vraiment la vie piongur. Weiswen nuverportik, nermavbaise nuversenoise. Mais, chose intéressante, lorsque cette lettre a été divulguée, les Israéliens y ont vu une menace. La dernière chose qu'ils souhaitent, c'est que Marwan Barghouti et tous ces gens sortent de prison et créent un nouveau projet national palestinien. Ainsi, presque ponctuellement, comme selon un calendrier, les Israéliens ont continué à arrêter les dirigeants des différentes factions palestiniennes, les plaçant à l'isolement, Khalida Jarrar ici, Barghouti déjà en prison, et ainsi de suite, empêchant la politique palestinienne de se rassembler.
L'Occident n'a jamais été intéressé par cela, pas plus que les Arabes du Golfe. Et, fait fascinant, en 2023, les Chinois ont amené des représentants légitimes. C'est très important, j'utilise le terme représentants légitimes, car de nombreux dirigeants sont détenus dans des prisons israéliennes, en détention administrative, sans aucune possibilité d'activité politique, etc. Ainsi, des dirigeants ou représentants de ces mouvements ont été amenés en Chine. Là encore, beaucoup de travail clandestin a été nécessaire pour les y faire venir. Ils se sont réunis, ont discuté de la nécessité de l'unité, et pour la première fois depuis environ 40 ans, ils ont publié la déclaration des 14 partis en 2024. C'est une déclaration extrêmement importante. Mais ils sont effectivement affaiblis, leur capacité d'agir est limitée en raison de la pression israélienne sur le terrain. Ils ont énormément de difficultés à faire avancer leurs projets politiques. Mais j'aimerais dire avec optimisme que la déclaration des 14 partis constitue une véritable ouverture. Et je ne sais pas ce qui se passe, vous savez, encore une fois dans les coulisses, dans l'infrastructure politique, dans le travail clandestin, dans les conversations qu'ils ont. Je ne suis pas sûr de ce qu'ils sont en train de construire, mais ils ont certainement pris conscience de la lettre des prisonniers des années 2000. Vous savez, 2004, où les prisonniers disaient « Écoutez, 10 ans après Oslo, il nous faut une nouvelle dynamique. » Et je sais que la déclaration des 14 partis, 30 ans après Oslo, les a enfin réunis. Où cela mènera, on peut en spéculer un peu, mais je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là et observer. Les pays principalement responsables de ce qui se passe en Palestine sont les États-Unis, en tête, suivis de l'Europe. Je veux dire, il y a eu quelques exceptions peu honorables dans le Sud global, l'Inde et l'Azerbaïdjan me viennent à l'esprit, mais ce sont des pays très insignifiants, franchement, si l'Occident ne leur fournissait pas d'armes, de soutien idéologique, ainsi que toutes sortes de soutiens diplomatiques et de renseignements. Dernièrement, on a vu ces sortes de crises morales, d'une certaine manière, de la part des Européens, qui disent nous reconnaîtrions l'État palestinien, tout en maintenant cette façade de lutte pour éliminer le Hamas. Donc, cela donne en gros à Israël le feu vert pour continuer ce qu'il fait déjà. Et les États-Unis ont bien sûr complètement perdu la tête. C'est donc quelque chose que nous constatons au niveau des responsables. D'un autre côté, et c'est un point sur lequel Moin Rabbani a insisté, en disant qu'il ne fallait pas être fataliste, il y a un élan de soutien au sein de ce noyau impérial parmi la population en général, y compris de nombreux juifs aux États-Unis. Pourriez-vous commenter ces deux types de développement contradictoires que nous observons dans le noyau impérial en ce qui concerne la question de la Palestine? Eh bien, vous savez, disons les choses comme elles sont. Un grand nombre de personnes au cœur de l'Empire descendent régulièrement dans la rue, et elles ont, dans une certaine mesure, brisé le mur de la critique autour de l'antisémitisme. Écoutez, l'antisémitisme est un vrai problème. C'est du racisme, vous savez. C'est une forme de racisme. Ce sont de vrais problèmes. Mais l'argument selon lequel toute critique d'Israël serait antisémite a désormais été sérieusement remis en cause et n'a pas pu se maintenir. C'est pourquoi, après toute cette famine de masse, je veux dire, regardez jusqu'où il a fallu aller pour que Keir Starmer se lève et dise « Eh bien, il y a un problème ». Regardez jusqu'où il a fallu aller pour que Donald Trump dise que des gens meurent de faim à Gaza. Oui, Donald, c'est un fait. Ce n'est même pas de l'indignation. Vous venez de dire un fait. Les gens le sont. Et en fait, je crois qu'il a dit qu'il y a trop de gens qui meurent de faim. Je ne suis pas exactement sûr de ces mots, mais quoi qu'il en soit, ces personnes disent cela d'un côté parce qu'elles subissent des pressions. Vous savez, des gens leur parlent directement et leur demandent « Que se passe-t-il ici ?»
C'est ridicule, absurde que vous permettiez cela, que vous le financiez, que vous savez, les Britanniques ont fourni un soutien en renseignement, des vols de leurs avions de surveillance au-dessus de Gaza, dirigeant des attaques, etc. Ils jouent un rôle direct dans le génocide, pas seulement un soutien passif. Même fournir des armes, c'est une forme de soutien passif comparé au fait de fournir des informations de ciblage. Oui, il y a des avions de surveillance, etc. Une participation active. C'est une pression. Mais il y a aussi le fait que les Palestiniens font face à quelque chose que, selon moi, les gens en Occident n'ont pas vu depuis très longtemps. Vous savez, cette campagne de famine. Même dans des endroits comme le Soudan, lorsqu'il y a eu des incidents liés à la famine en 2011, 2012, 2021, ce n'étaient pas des campagnes de famine. Netanyahou est le personnage le plus horrible. Son caractère est douteux. Les Iraniens viennent d'annoncer « Nous avons un problème d'eau ». Netanyahou a publié une déclaration buvant un verre d'eau en disant « Nous sommes aux côtés du peuple iranien ». Je veux dire, qu'est-ce que c'est? C'est une blague de fraternité. Vous savez, c'est ce genre de personnage. Rappelez-vous, une douzaine de personnes sont mortes lors de l'attaque contre Charlie Hebdo à Paris, et tous les dirigeants du monde sont venus, y compris Netanyahou, pour défiler dans la rue en disant « Nous condamnons cela ». Où est la marche aujourd'hui? Où sont Macron et tous les autres? Quand vont-ils dire « Nous allons marcher dans les rues de Gaza en apportant de l'aide avec nous » ? Rien. Ce sont des gens hypocrites. Donc l'hypocrisie est évidente. Mais il est aussi vrai qu'ils commencent maintenant à faire certaines déclarations poussées par le peuple et les circonstances terribles à Gaza. Même ce qui s'est passé le 7 octobre en est un autre exemple. Je veux dire, environ 800 personnes, des civils, ont été tuées. Supposons qu'elles aient toutes été tuées par le Hamas. Je veux dire, il y a des rapports contradictoires selon lesquels certains auraient pu être tués par les Israéliens. Mais admettons que le Hamas les ait tués. Maintenant, plus d'1 millier de personnes ont été tuées. Certains rapports parlent même de 2000 morts sur les sites de distribution alimentaire eux-mêmes. C'est bien plus que le nombre de personnes tuées par le Hamas, même si l'on suppose que tout le monde a été tué par le Hamas. Ma dernière question ici, puisque vous avez établi le parallèle avec le sous-continent indien, est que je pense qu'une des principales différences dans le cas d'Israël, c'est que nous avions un peuple colonisateur. Je veux dire, ce sont essentiellement des Européens venus d'ailleurs. Sur le sous-continent indien, il s'agissait de personnes vivant déjà là, et il y avait une division interne. Donc, il n'y avait pas ce soi-disant problème démographique. Et si l'on regarde l'histoire, les États-Unis, l'Australie, je veux dire, dans les endroits où des nations coloniales de peuplement sont devenues des républiques ou des États-nations, cela n'a été possible qu'après avoir effacé tout un peuple. Bien sûr, comme l'écrit Ilan Pappé, Israël fait face à un problème, car c'est une nation coloniale de peuplement du XVIIIe siècle dans un État colonial de peuplement au XXIe siècle. Quelle peut être la solution? Beaucoup de gens parlent d'un seul État. Il est très difficile même d'imaginer un seul État. Eh bien, je comprends, car l'argument est qu'il est extrêmement difficile d'envisager deux États lorsque les colons se sont autant étendus et qu'ils constituent la circonscription la plus importante pour l'État israélien, peu importe qui est au pouvoir. Et donc, personne ne va les démanteler. C'est l'argument qui sous-tend l'idée qu'il devrait y avoir un seul État. Quel en serait le résultat final? Eh bien, écoutez, la première chose, c'est que je comprends très bien pourquoi divers pays appellent à la solution à deux États ou à la reconnaissance de la Palestine, etc. J'y suis tout à fait favorable en ce moment. Pourquoi? Parce qu'actuellement, l'enjeu crucial
et d'empêcher l'annexion israélienne de Gaza et de la Cisjordanie. Si vous dites que la solution à deux États est dépassée et n'existe plus, vous autorisez en gros Israël à venir s'emparer de Gaza. Et oui, il dirait bien sûr la solution à deux États est terminée. C'est pourquoi il est important que l'Inde, la Chine et tous ces pays continuent d'insister. Nous soutenons la solution à deux États, car ce qu'ils disent, c'est Jérusalem-Est, Cisjordanie. Gaza fait partie de la Palestine. Elle ne peut pas être saisie par Israël. Il faut faire partir les colons, c'est illégal. Vous voyez, si vous annulez la solution à deux États, alors les colons ne sont plus illégaux. Les colons en Cisjordanie diront « il n'y a pas de deux États ». Donc pour l'instant, il est tactiquement très important de continuer à insister sur le fait qu'il existe une situation à deux États. Et cela est établi dans les traités internationaux. C'est très important. On ne peut pas y renoncer. À l'avenir, il y aura un vrai débat à avoir. À l'avenir, un vrai débat à avoir. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que d'un côté, il s'agit d'un territoire extrêmement petit, avec des géographies extrêmement contestées. Vous savez, chaque petite ville est un lieu de récits contradictoires, de conflits, d'importance historique, etc. Oui, chaque zone. C'est très encombré en un sens et dense. C'est encombré physiquement et c'est dense historiquement et culturellement. Tout est contesté. Dans ces conditions, il n'y a vraiment aucune possibilité de deux États. Je veux dire, la Cisjordanie. Comment allez-vous faire ça? Construire un monorail? Allez-vous faire une frontière ouverte? Que vas-tu faire? Tu pourrais avoir un système ferroviaire fermé où tu passes d'un pays à l'autre. Le seul autre exemple que nous ayons de quelque chose d'assez similaire, c'est la Russie. Tu sais, la Russie a une enclave qui se trouve en fait en Pologne, non? Une toute petite enclave. Il n'y a pas vraiment de moyen d'y accéder si tu es russe. Tu es essentiellement là-bas, isolé. Il n'y a pas de pont terrestre, tu vois. Il faut prendre l'avion ou passer par la mer. Ce n'est pas un projet bien conçu, tu sais, les trois petites parties de l'État palestinien. Gaza, Jérusalem-Est et la Cisjordanie. C'est très mal conçu. La solution à un seul État pose un défi sérieux au sionisme, car le projet sioniste affirme qu'Israël est un État juif. Maintenant, si c'est un État juif et qu'il n'y a qu'un seul État, il ne sera plus majoritairement juif. Ce sera très proche du 50-50. Et puis la démographie montre qu'il deviendra probablement avec le temps un État à majorité palestinienne. D'accord, eh bien c'est un problème pour le sionisme. Mais il est intéressant de noter qu'Israël a été plutôt hypocrite à ce sujet. Ils n'ont jamais déclaré ouvertement « nous sommes un État juif ». D'un autre côté, toute la structure juridique soutient l'idée que c'est un État juif. Il faudrait donc annuler l'idée que c'est un État juif, ce que je pense. Le suprémacisme juif dans l'État est une mauvaise idée, tout comme le suprémacisme hindou, le suprémacisme blanc ou toute forme de suprémacisme. Une très mauvaise idée. Mais c'est la logique fondamentale du sionisme. Donc les sionistes vont devoir renoncer à leur revendication d'un État sioniste et permettre l'instauration d'un État laïque et démocratique pour un seul État. C'est un débat très complexe autour du sionisme. Donc je veux dire, toute la question reste non résolue. On ne peut pas, à l'heure actuelle, abandonner la solution à deux États. Tactiquement, il est absolument nécessaire de maintenir la solution à deux États. Quoi que les Palestiniens et les Israéliens décident plus tard, c'est une autre question. Parce qu'il est également vrai que la solution à deux États n'est pas gérable dans cette zone congestionnée et densément peuplée. Mais la solution à un État annule le sionisme. Le sionisme peut-il être annulé? Je n'en suis pas sûr. Je pense que c'est un grand combat. Certainement, la première condition doit être un changement au sein même des États-Unis. Je veux dire, tant que cela n'arrive pas, c'est impossible.
Il est également important de préciser que la Cisjordanie elle-même n'est pas unifiée. Je veux dire, il y a plusieurs cantons, et ils étendent la colonie E1, qui est contiguë à Maale Adumim, ce qui a pour effet de trifurquer Jéricho, la vallée du Jourdain, Jérusalem-Est, etc. Donc oui. Passons à ce que fait le Sud global face à l'escalade unilatérale des États-Unis à travers la guerre économique. De plus, les sanctions sont essentiellement politiques, donc il ne s'agit pas seulement de commerce. C'est une véritable guerre économique et une guerre politique. Et je voulais commencer par les BRICS. Étant donné que vous écrivez depuis longtemps sur le mouvement des non-alignés et que vous l'avez suivi de près, l'une des différences que j'ai ressenties, et dites-moi ce que vous en pensez, c'est que, alors que le NAM ne disposait pas d'un fonds de réserve contingent comme les BRICS en ont un, en alternative au financement du FMI, ni d'un fonds d'investissement en alternative à la Banque asiatique de développement ou à la Banque mondiale, le NAM avait une politique très impressionnante en son cœur, centrée sur la question de la décolonisation et de l'anti-impérialisme. Mais ces pays penchaient aussi, à des degrés divers, vers le socialisme. Pendant très longtemps, les BRICS n'avaient pas ce type de politique unifiée contre l'impérialisme. Je pense qu'il y a une sorte de changement à ce niveau. Et des pays comme l'Inde et le Brésil, qui ont toujours été problématiques, ainsi qu'avec l'évolution de l'ANC en Afrique du Sud. Beaucoup a été écrit sur leur acceptation du néolibéralisme. Il y a eu ces divisions au sein des BRICS. Mais dernièrement, avec l'escalade de la guerre économique menée par Trump, on observe une certaine politisation des BRICS. Comment percevez-vous ce changement? Et comment cela affecte-t-il la relation entre l'Occident et le Sud global à l'avenir? C'est une excellente question. En avril, notre institut tricontinental a publié un texte intitulé « L'esprit de Bandung ». Il est disponible en ligne, téléchargeable gratuitement, etc. C'est très intéressant car cela répond exactement à votre question. Le texte sur l'esprit de Bandung avance que la conférence de Bandung de 1955, qui a généré l'énergie pour créer le mouvement des non-alignés en 1961, est issue des luttes anticoloniales. Les personnes qui y participent, qu'il s'agisse de Nehru, Zhou Enlai, Nasser, etc., viennent avec la force d'un mouvement anticolonial derrière elles. Ce sont véritablement des dirigeants issus de mouvements. Même si Nehru venait d'un milieu élitiste, il représentait le Congrès national indien, qui était une force de masse ayant chassé les Britanniques de l'Inde. Zhou Enlai représentait la résurgence chinoise, la rédemption de la révolution de 1911, désormais dirigée par le Parti communiste chinois en 1949. C'est ainsi qu'ils sont arrivés à Bandung. C'est ainsi que le mouvement des non-alignés a été créé, avec cette énorme pression politique derrière eux. Et la politique de l'anticolonialisme avait un ensemble de caractéristiques unificatrices. Ce qui explique pourquoi il a été si facile de rédiger la déclaration à Bandung. Ils étaient tous d'accord sur tout, vous savez. Et donc la politique a montré la voie. À Bandung, l'économie était importante. Ils ont parlé de changement économique. Et en fait, en 1964, à l'initiative du mouvement des non-alignés, les Nations Unies ont créé la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. La SNUSED, qui est le groupe de réflexion pour le développement du Sud global et qui joue un rôle très important encore aujourd'hui. Mais l'économie n'était pas au premier plan. Bien sûr, cela s'est échappé de cette bulle de Bandung. Le ballon de Bandung a perdu son air dans les années 1980 lors de la crise de la dette. C'est une histoire que je raconte dans le livre Darker Nations, celle du ballon qui se dégonfle pendant la crise de la dette des années 1980. Eh bien, lorsque les BRICS émergent en 2009, c'est une réponse directe à la crise du crédit dans les pays occidentaux en 2007 et 2008.
à l'effondrement de certaines parties du système bancaire, aux États-Unis injectant une somme énorme dans le système bancaire pour empêcher les actifs immobiliers toxiques de faire s'effondrer l'ensemble du système, et ainsi de suite. Donc, les BRICS, ou les grandes locomotives du Sud, se réunissent en 2009 principalement pour des raisons économiques et non politiques. Ils y sont poussés à cause de la crise financière. Ils ne sont pas poussés là par des mouvements de masse. Donc, même en 2009, ce sont en réalité des forces de droite ou de centre-droit dans beaucoup de ces pays qui arrivent à la table des négociations et non des forces de gauche en 2009. En Chine, par exemple, à cette époque, il n'y avait pas le renouveau de la gauche que l'on observe avec Xi Jinping. L'approche était beaucoup plus mesurée et les Chinois se sont assis à la table, ce qui est en soi extraordinaire. Ils n'ont pas dit « nous resterons en marge ». Ils se sont assis à la table, c'est le C dans BRICS, mais c'était sur la base du commerce sud-sud, de la coopération économique sud-sud, etc. Ils sont également poussés vers la politique, mais ils n'ont pas de mouvement de masse derrière eux. Vous savez, M. Modi fait face à un énorme problème en Inde concernant la fraude électorale et ainsi de suite au Karnataka et lors des élections là-bas, ce qu'on appelle les votes chors. Il subit beaucoup de pression à ce sujet. Il n'est pas certain qu'au Brésil, M. Lula puisse l'emporter lors d'une nouvelle élection. En Afrique du Sud, il s'agit d'un gouvernement minoritaire composé de la gauche et de la droite. C'est un gouvernement minoritaire. Ils n'ont pas la majorité. Ce sont des pays très fragiles. La Chine lutte pour résister à la campagne de pression des États-Unis contre elle. Néanmoins, toutes ces pressions et ces tensions, ainsi que les tarifs de Trump, etc., les ont poussés dans une certaine direction politique. En fait, ce qui a accéléré la politique des BRICS, c'est l'entrée de la Russie en Ukraine, car tous ces pays ont subi des pressions pour condamner la Russie et ils ont refusé. Ensuite, ils ont élargi les BRICS. Ils ont intégré presque tous les pays producteurs de pétrole, à l'exception du Venezuela et des États-Unis. Je suis certain que le Venezuela finira par rejoindre les BRICS. Ainsi, la plupart des pays producteurs d'énergie feront partie des BRICS. Vous savez, l'OPEP+ sera incluse dans les BRICS. C'est un changement. Ils seront politiquement plus forts. Ils commenceront à prendre plus d'initiatives. Mais cela n'aura pas un caractère socialiste. Le concept principal qui unit ces pays est la souveraineté. Souveraineté face à l'intervention occidentale en particulier, mais aussi le désir d'un commerce sud-sud plus important. C'est donc d'une certaine manière un contexte complètement différent. Nous soutenons dans ce texte, vous savez, l'esprit de Bandung, issu du mouvement tricontinental. C'est l'argument que nous avançons. Le contexte aujourd'hui est différent. On ne peut pas dire que les BRICS sont comme Bandung ou comme le mouvement des non-alignés. Vous avez tout à fait raison dans la façon dont vous formulez la question. C'est un contexte différent aujourd'hui et nous devons accepter ce que nous avons sans imaginer ou fantasmer que c'est autre chose que ce que c'est réellement. Oui. Et il faut replacer cela dans le contexte, où le mouvement des non-alignés existait à une époque où ces pays possédaient la plus grande richesse en termes d'économie politique, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas énormément dépendants du capital étranger. Je veux dire, le capital étranger était présent. Dans une certaine mesure, ils devaient acheter des céréales, des technologies et d'autres biens essentiels. Mais la dépendance était bien moindre. Aujourd'hui, beaucoup de ces pays dépendent du capital étranger. L'Inde, par exemple, a connu une sortie massive d'investissements de portefeuilles qualifiés après l'escalade des droits de douane. Et il est très difficile de maintenir cela sur le long terme. Donc, je pense que le problème, c'est que, d'un côté, on veut s'attaquer au cœur impérial. De l'autre, il faut continuer à en dépendre.
Il est peut-être relativement plus facile de restructurer le commerce en 4 ou 5 ans, car dernièrement, on a vu que même après l'imposition de droits de douane, les exportations industrielles chinoises ont augmenté, ce qui signifie qu'il existe une marge suffisante en dehors de ces 10 à 12% de la demande créée par la consommation aux États-Unis, que l'on peut compenser dans une certaine mesure. Mais on ne peut pas reconstituer son marché boursier si l'on en reste dépendant, car les Chinois ne pourront pas vous fournir cette liquidité. Ils ont des contrôles de capitaux et ne fournissent pas de liquidité au reste du monde. Mais je pense que le professeur Patnaik et d'autres ont soutenu que pour que les BRICS puissent réellement avancer dans cette politique, il faudrait une certaine indépendance vis-à-vis du capital financier centré sur le noyau impérial. Vous avez mentionné à quel point la Russie a été centrale dans le renforcement des BRICS que nous avons observé récemment. Un entretien très médiatisé doit bientôt avoir lieu entre le président Trump et le président Poutine. Beaucoup de gens disent que cela ne mènera à rien, étant donné que les exigences de la Russie sont très substantielles. L'une des options consiste à repenser complètement l'appareil de sécurité en Eurasie, ce qui reviendrait presque à réduire l'influence de l'OTAN aux frontières de l'Eurasie. Mais il y a désormais aussi des questions concernant le territoire de l'Est de l'Ukraine. Et même la Russie pourrait évoquer la possibilité de tolérer le gouvernement à Kiev, issu d'un coup d'État. Le complexe militaro-industriel, la communauté du renseignement et l'Europe eux-mêmes s'y opposeraient fermement. Et maintenant que l'Europe a déclaré qu'elle subventionnerait l'ensemble du complexe militaro-industriel, J.D. Vance a dit que si l'Europe paye pour nous, cela nous convient. Nous continuerons à fournir des armes. Êtes-vous optimiste quant à ces discussions? Eh bien, écoutez, nous avons deux personnes qui sont d'excellents interlocuteurs et négociateurs qui se rencontrent. Ce sont des personnes très intelligentes. Ne sous-estimez ni l'un ni l'autre. Ce ne sont pas des gens sur qui l'on peut marcher. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. C'est très difficile à prévoir. Mais le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, vient de faire un commentaire en disant que vous savez, peut-être que la division de l'Ukraine va avoir lieu. Peut-être que c'est un signal indiquant qu'ils disent en gros, écoutez, il va falloir faire certaines concessions territoriales. Il a dit, à court terme, nous n'y sommes pas obligés. Nous ne l'accepterons pas à long terme. Mais qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Qui définit ces choses-là? Si quelque chose est accepté à court terme, je ne comprends pas ce que ça implique. J'ai vu ça, mais je me suis dit, on dirait que tu vas l'accepter à court terme, et qu'à long terme, ce sera un fait accompli. Tu vois, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, ces choses-là. Je n'ai jamais vu ça se passer autrement. Mais de toute façon, l'un des exemples qu'il a donné, désolé, concernait certains pays d'Europe de l'Est. Il a dit qu'il les avait acceptés au sein du pacte de Varsovie, mais qu'il savait qu'au final, ces pays reviendraient et rejoindraient l'OTAN. Donc il est très difficile pour les impérialistes de repenser réellement l'appareil de sécurité. Je veux dire, voyons, il est le chef de l'OTAN. Oui, mais le fait qu'il ait parlé de court terme m'a surpris, car l'OTAN a toujours été catégorique sur l'absence de division, etc. Donc c'est une concession de la part de Rutte. Nous ne savons pas ce que Trump leur dit ou ce que Trump déclare, car cela m'a semblé être un ballon d'essai, que Trump leur met la pression en disant « Écoutez les gars, c'est fini. L'aide de l'Ukraine est perdue. Mariupol, le corridor terrestre vers la Crimée, perdu. Il pourrait se retirer de certaines zones du Nord, rendre quelques morceaux dans le cadre d'un accord, mais ces parties-là sont perdues. Il est probable que Trump leur mette la pression en disant « Réveillez-vous, ouvrez les yeux, il n'y a plus rien. »
Maintenant, le problème pour l'OTAN, ce n'est pas l'Europe, c'est les États-Unis. Donc c'est intéressant. J'ai fait un exercice il y a quelques mois. J'ai examiné l'élargissement de l'OTAN. Et ce à quoi je pensais, et je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait exact, mais c'est très intéressant. Chaque fois qu'il y a une discussion sur l'élargissement de l'Union européenne, si un pays disait « nous voulons rejoindre l'UEPMR », l'OTAN intervenait et disait « pourquoi ne rejoindriez-vous pas aussi l'OTAN ?» Cela m'a frappé que ce soit les États-Unis qui utilisent l'OTAN comme leur cheval de Troie, comme un moyen de continuer à étendre leur propre influence. La dernière chose qu'ils voulaient, c'était une Europe même, en dehors du contrôle et des intérêts américains. Donc si les États-Unis disent simplement « écoutez, nous ne sommes pas intéressés par une expansion de l'OTAN partout, cela va créer de l'instabilité, alors l'OTAN ne s'élargit pas. » Ensuite, l'accord avec Poutine devient facile. S'il y a cette nouvelle sensibilité aux États-Unis, c'est ce que nous devons surveiller. Je ne crois pas que Mark Rutte parle au nom d'Ursula von der Leyen. Elle ne parle pas au nom de la Commission européenne. L'Europe ne joue pas un rôle décisif au sein de l'OTAN. Si les États-Unis disent au commandement de l'OTAN « on se retire les gars », ils vont se retirer. Donc ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe à la Maison-Blanche. J'ai trouvé fascinant de voir comment, au beau milieu de ce débat et de cette compétition, J.D. Vance se rend à Munich pour donner des leçons de démocratie aux Européens. Il ne parle pas de l'Ukraine, il ne parle pas de l'OTAN, il n'aborde pas ces sujets. Trump, lui, va au sommet de l'OTAN et se baigne dans l'adulation. Il ne parle pas de stratégie, il ne dit rien sur l'avenir de l'OTAN, il se contente de dire « nous sommes là ». Donc j'hésiterais à tirer une grande conclusion. J'ai vraiment le sentiment que Trump va accorder à Poutine un certain nombre de concessions si l'Ukraine est le principal sujet de discussion. Ce n'est pas nécessairement ce qui va se passer. Il y a beaucoup de points à l'ordre du jour. Les relations américano-russes sont une question prioritaire. L'Ukraine en fait partie. Les relations entre les États-Unis et la Russie, l'ouverture de discussions, etc. Je ne sais pas si vous avez vu cela, mais après l'arrivée de Trump, j'ai écrit un article disant que l'administration Trump allait essayer une stratégie Kissinger inversée. C'est-à-dire, ils essaieraient d'attirer la Russie pour qu'elle rompe avec la Chine. Car ils se sont rendus compte qu'en isolant à la fois la Russie et la Chine, et en laissant la Chine et la Russie renforcer leurs liens, ils avaient en fait renforcé les deux. Vous savez, cela s'est retourné contre eux. Donc ils essayent une stratégie Kissinger inversée. Se rapprocher de la Russie, se lier d'amitié avec elle pour pouvoir isoler la Chine. C'est ce que j'ai dit. Je pensais que Trump allait opter pour cela. Le Wall Street Journal, d'ailleurs, a récemment publié un article affirmant que Trump allait adopter une stratégie à la Kissinger, où il accorderait des concessions commerciales aux Chinois, relâcherait certaines taxes douanières et essaierait d'éloigner la Chine de la Russie. Donc, cette idée d'un Kissinger inversé n'est pas une fantaisie. Vous savez, quand je l'ai écrit, on m'a dit « ça ne marchera jamais ». Mais ce n'est pas la question. Que cela fonctionne ou non est secondaire. L'essentiel, c'est que c'était l'orientation de la politique étrangère américaine. Il s'est toujours agi de diviser la Russie et la Chine. C'est ainsi qu'ils ont tiré parti du conflit sino-soviétique. Donc, d'une certaine manière, j'ai le sentiment que Trump teste le terrain. Vous savez, il va tester le terrain avec Poutine, voir si ce qu'on appelle le Kissinger inversé va fonctionner. Et si cela ne marche pas, il pourrait se rendre à Pékin. Il y avait une rumeur en Chine lorsque j'y étais récemment, selon laquelle Trump allait se présenter à la célébration du 3 septembre de la défaite du fascisme. Xi Jinping va organiser un grand événement à Pékin. Il va prononcer un grand discours, etc. Il y a des rumeurs selon lesquelles Poutine viendrait, Trump viendrait. Donc j'ai écrit un article,
Et je suis passé à la télévision en disant que Modi devrait peut-être y aller aussi. And I went on a TV show saying, maybe Modi should come there. And then the Indian press picked it up and said, Et puis la presse indienne s'en est emparée et a dit, vous savez, pourquoi ce type Prashad dit-il que Modi devrait y aller? Et ensuite une annonce a été faite disant que Modi allait en Chine pour la réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai. Tout cela est très intéressant. Vous savez, je suis à 100% pour un rapprochement entre l'Inde et la Chine. Donc quoi qu'il arrive avec Trump et Poutine, bonne chance à eux. J'espère que la guerre en Ukraine prendra fin. Mais en ce moment, mon cœur penche pour... Oui, si Trump et Poutine peuvent discuter, pourquoi Modi et Xi Jinping ne pourraient-ils pas avoir une rencontre en face à face et dire, écoutez, nous n'avons pas de différends frontaliers. Ce que nous avons, c'est un problème de confiance entre la Chine et l'Inde. Il n'y a pas de véritable différend frontalier. C'est quelque chose qui peut se résoudre. There's no real border dispute. That's solvable. Yeah, there is one or two Oui, il y a un ou deux problèmes. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que ces questions devraient être laissées pour l'avenir et ensuite vous pourrez en discuter. Et la Chine a réagi de manière très positive. J'étais très curieux, car cette normalisation des relations entre l'Inde et la Chine, tu sais, est survenue après une période de froid, juste après l'escalade et la désescalade au Pakistan. Et étant donné qu'il existe en Inde cette perception que la Chine a soutenu cela directement. Je veux dire, le Global Times affirme que ce n'est pas le cas. Nous avons vendu des armes comme ils achètent des armes à la France, aux États-Unis et à la Russie, mais nous n'avons pas participé. Mais étant donné qu'il y a cette perception en Inde, que la Chine a soutenu cela directement, et que la normalisation est arrivée immédiatement après, j'ai été agréablement surpris. Et puis, bien sûr, ce que Trump a finalement fait avec les sanctions a, je pense, préparé le terrain pour le voyage de Modi en Chine. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec l'analyse de Kissinger, car je pense que Washington, tout comme l'élite dirigeante, considère très clairement que notre seul ennemi est la Chine. Et il s'agit en particulier de la technologie, car jamais dans l'histoire de l'humanité, le Sud global n'a constitué une menace technologique pour le cœur impérial. Je veux dire, l'Union soviétique a accompli de grandes choses, mais il existe des études très sérieuses qui montrent que dès les années 1960, voire même avant, l'Union soviétique commençait à prendre du retard sur le plan technologique, même si, en ce qui la concerne, elle se portait très bien en termes de production matérielle, etc. Mais en ce qui concerne l'avant-garde, elle était à la traîne, malgré toutes les avancées dans la technologie spatiale, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas le cas avec la Chine. Et je pense qu'ils en sont très conscients. Je pense qu'il y a un débat sur la manière de gérer la Russie, si nous pouvons diviser la Russie sur cette question. Et beaucoup de gens, y compris Mearsheimer, soutiendraient que le principal théâtre d'opération se trouve dans le Pacifique. Donc il ne faut pas trop se préoccuper de l'Eurasie. Cependant, je pense qu'un autre point concerne le complexe militaro-industriel. Vous avez examiné les données sur l'emploi, elles sont très mauvaises. Et le complexe militaro-industriel génère beaucoup d'emplois. Et ce sont de bons emplois. Ceux-ci font partie de la bureaucratie syndicale, ou aristocratie ouvrière, si vous préférez. Cela explique en partie votre remarque sur la raison pour laquelle les États-Unis demandent à tout le monde de rejoindre l'OTAN, car cela permet ensuite de vendre des armes, et ainsi de suite. Permettez-moi de conclure cette conversation par une dernière discussion. Il s'agit d'une discussion sur les alternatives, donc cela touche au socialisme, au capitalisme, et que nous avons surtout abordé l'aspect économique. Mais si je pouvais vous poser une question plus générale sur le socialisme. Mais avant cela, vous avez eu une dispute avec Yanis Varoufakis à propos du terme techno-féodalisme. De quoi s'agissait-il?
I mean, I wouldn't call it a fight. It wasn't just. Je veux dire, je n'appellerais pas ça une dispute. Ce n'était pas seulement à propos de lui, c'est à propos de tout enfin, j'ai juste envoyé un tweet d'une phrase disant, enfin 2 phrases, il n'existe rien qui s'appelle techno-féodalisme. C'est du capitalisme. Je pense simplement que cette idée selon laquelle il y aurait de grandes entreprises prédatrices, particulièrement ancrées dans le Nord global, qui cherchent la rente sans faire d'investissement, se contentant de collecter des rentes ou des données pour ensuite les vendre comme des marchandises, est fausse. Je veux dire, ces entreprises technologiques dépensent des milliards de dollars par mois pour construire des infrastructures, d'immenses fermes de serveurs, des ordinateurs géants. X a construit un ordinateur géant dans le Tennessee, et ainsi de suite. Elles font d'énormes investissements. Ce sont des capitalistes purs et simples. Il n'y a rien de techno, rien de féodal là-dedans. C'est une erreur de penser cela ainsi. Ce sont des capitalistes purs et simples, et nous devons les comprendre pour ce qu'ils sont. Bien sûr, ils font avancer les forces productives, comme les capitalistes l'ont toujours fait, mais ils s'en servent pour s'approprier, pour voler la richesse du monde à titre personnel, pour s'enrichir énormément. Le loyer n'est pas extérieur au capitalisme. Je veux dire, nous avons des propriétaires qui perçoivent des loyers dans le cadre d'une structure capitaliste. Je pense simplement que beaucoup de ces discours sur le fait que nous sommes dans une nouvelle situation, c'est pas si nouveau en réalité. Ce n'est pas si nouveau. Et le problème avec le fait de dire « Oh, ce sont de nouvelles formes, il y a des seigneurs numériques et tout ça », c'est que cela mystifie le capitalisme. Parce que le capitalisme est une manière directe de prélever la plus-value sur le travail. Et c'est exactement ce qui se passe. Vous savez, il y a des dizaines de milliers de personnes qui travaillent dans ces entreprises technologiques, produisant des produits pour les gens, produisant la structure. Si vous prenez Facebook, le post que je fais n'est pas du travail. Je suis en quelque sorte un petit producteur, produisant quelque chose ou peu importe. L'infrastructure est construite par les travailleurs. Même YouTube, vous pouvez monétiser une vidéo sur YouTube, etc. Mais il y a des travailleurs qui construisent l'infrastructure de YouTube. Leur valeur ajoutée est extraite. Vous savez, ils produisent une marchandise. Marx n'a jamais dit que les marchandises étaient, vous savez, des choses tangibles, comme des boîtes à crayons ou autres. Une marchandise est aussi un service. Donc c'est du capitalisme. Ce n'est pas du féodalisme, ni du techno-féodalisme, ou quel que soit le nom que vous voulez lui donner. J'ai discuté de son livre avec Yanis Varoufakis, et j'ai eu une réaction très similaire. Je pense qu'une partie de ce malentendu s'explique par 2 raisons. D'une part, il faut se demander pourquoi cette littérature a autant pris dans le Nord global et pas dans le Sud global. C'est en partie parce que le Nord global a tiré profit du capitalisme industriel grâce à l'extraction du travail excédentaire de la périphérie. Il y a donc cette idée que le capitalisme industriel a fonctionné pour eux et qu'ils veulent en quelque sorte y revenir. Vous savez, par opposition au capitalisme financier qui n'a pas aussi bien fonctionné. Mais pour le Sud global en particulier, il n'y a pas d'âge d'or du capitalisme industriel. Donc, on ne ressent pas cela. Cette idée qu'il y aurait eu un passé du capitalisme qui fonctionnait mieux et que le présent serait bien pire. Je pense que c'est la raison pour laquelle cette littérature a émergé ou gagné en popularité dans le Nord global. Mais dans le Sud global, les gens ne s'en préoccupent pas, car ils n'ont pas connu cette phase de l'âge d'or du capitalisme industriel, qui s'est effectivement produite parce qu'on pouvait extraire tant de travail excédentaire de la périphérie. Dernière question. Tu es allé récemment en Chine. Je suis en Chine, bien sûr. Je combine 2 choses. Quelles sont vos espérances concernant le socialisme? Pourquoi gardez-vous espoir dans le socialisme?
en dehors du fait que nous vivons dans un monde hautement exploiteur. Quelles sont les attentes positives? J'ai posé cette question à Charles Abou Gray, un économiste africain. Il a parlé de ce qui se passe au Sahel. Beaucoup de gens parlent de beaucoup d'autres choses. Quels sont les mouvements ou développements concrets qui vous inspirent à imaginer que le socialisme est l'avenir? Et la Chine vous a-t-elle donné matière à penser qu'il existe un avenir où le socialisme peut être réel et que la Chine nous offre de véritables exemples? Je veux dire oui. La réponse courte est oui. Pourquoi? Parce que c'est pas Shanghai, tu sais, ou les tours scintillantes de Shenzhen, c'est pas ça. C'est quand tu vas dans la Chine rurale que tu ressens vraiment les possibilités d'une voie socialiste. La Chine ne dit pas, tu sais, que nous avons atteint le socialisme. Ils croient encore que c'est, tu sais, une république populaire. Ils sont sur une route, c'est un voyage, et ainsi de suite. Mais je te le dis, c'est incroyable. Tu es déjà allé en Chine rurale. Tu vois ce que je veux dire. Tu vas n'importe où dans les districts les plus à l'ouest de la Chine rurale, le Xinjiang, n'importe laquelle de ces régions, et puis tu vas au Bihar, et tu vois la différence. Et je ne parle pas seulement de la pauvreté du Bihar. Je parle aussi des relations sociales. Vous savez, la misère des relations de caste, le sentiment d'infériorité imposé aux non-propriétaires terriens. Vous savez, il n'y a même pas d'endroit où aller aux toilettes dans une zone rurale, parce qu'un propriétaire dit « Tu es un Dalit, tu ne peux pas utiliser mes champs ». Et il tire sur les gens. Je veux dire, les terres communes sont volées. Le système des grands propriétaires, la culture de la hiérarchie dans les campagnes, dans des endroits comme l'Inde, est impardonnable. Et cela, on ne le voit tout simplement pas. Et peu importe ce que les gens peuvent dire, la Chine, c'est ceci, c'est cela, allez à la campagne, faites-en l'expérience. Et si vous allez à la campagne, en Chine depuis la Hollande, vous ne verrez peut-être pas une grande différence. Oui, parce que c'est une autre histoire. Il s'agit de pays pauvres du sud global. Si vous allez de la Chine au Pakistan, depuis les zones rurales, vous savez, le Sindh, où les Vedaras règnent, ils possèdent tout. En fait, ils possèdent réellement tout. Vous n'avez pas cela dans la campagne chinoise. C'est un premier point. Deuxièmement, vous avez mentionné le Sahel. Nous venons de publier un rapport de Tricontinental intitulé « Le Sahel cherche la souveraineté ». C'est une très bonne étude réalisée par une équipe panafricaine. Eh bien, le Sahel cherche la souveraineté. Vous savez, si vous demandez « Mais pourquoi ont-ils eu un coup d'État militaire ?» Eh bien, parce que les Français n'ont pas permis à la politique de germer dans cette partie du monde. Il n'y a tout simplement pas de politique. Il n'y a pas de bourgeoisie. Vous savez, il n'y a pas eu de révolution bourgeoise au Sahel. Quelles que soient les élites qui ont été créées, elles étaient simplement dépendantes de la France, de la culture française, et ainsi de suite. Ce sont ces jeunes officiers de l'armée. Dans les années 1980, c'était Thomas Sankara qui menait le coup d'État depuis les camps militaires, et aujourd'hui c'est Ibrahim Traoré qui le dirige depuis le camp militaire. Pourquoi? Parce que ces jeunes officiers assis dans le camp se disent « Mais qu'est-ce qui arrive à notre pays? Nous sommes formés pour être des nationalistes, pour faire partie d'une armée nationale. Nous n'avons pas de nation. Allons la créer. » Cela me donne de l'espoir. Vous savez, je ne me laisse pas piéger, je ne m'accroche pas à cette idée. Oh, pourquoi n'y a-t-il pas d'élection en Chine? Vous savez, pourquoi y a-t-il un coup d'État militaire au Burkina? Cela ne m'intéresse pas. Je n'ai pas bu, vous savez, la potion magique de la fausse démocratie libérale. Je veux dire vote chor en Inde. C'est ce que dit Rahul Gandhi, non? Vote chor. Il y a une maison, quelque part à Bangalore. Apparemment, 80 personnes vivent dans ce logement. Ce n'est même pas une maison, c'était un logement de fonction. J'ai regardé le reportage de Cora Abraham à ce sujet. Il se rend dans ce logement.
Apparemment, 80 personnes ont voté depuis un seul endroit. J'ai vu un type qui a voté dans 6 bureaux de vote, disant fièrement « J'ai voté pour le BJP 6 fois », a-t-il dit. Oui, je veux dire, quelle démocratie, quelles élections. Tu sais, je me sens pas captivé. C'est pas comme Ramachandra Guha, tu sais, mon vieil ami, très bon spin bowler. Ramachandra Guha défend la démocratie indienne. Tu sais, ce grand, je ne crois pas autant que lui dans les institutions. Donc la chose la plus importante, c'est quel que soit le gouvernement, ont-ils résolu les problèmes immédiats des gens? Si on appelle ça du socialisme, alors du socialisme. Nous allons nous arrêter là, Vijay. Merci beaucoup pour votre temps. Ce fut, comme toujours, une conversation agréable. C'est super. Envie de vous revoir. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu jusqu'à présent et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don pour la cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Forget to hit the subscribe button.